Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de ce qui semble être le dernier espoir d'un règlement pacifique en Ukraine. Nous voyons maintenant que Poutine et Trump avaient initialement convenu d'organiser une autre rencontre afin de trouver une solution pacifique. Budapest semble être la destination sur laquelle ils s'étaient mis d'accord. Mais les réactions en Europe ont été empreintes de panique, ce qui contraste avec la grande excitation suscitée lorsqu'ils pensaient que Trump pourrait envoyer des Tomahawks, ce qui aurait pu déclencher un échange nucléaire. Depuis, le ministre hongrois des Affaires étrangères a accusé les Européens de tenter de saboter la rencontre, et celle-ci semble désormais avoir été annulée. On peut presque entendre les bouchons de champagne sauter dans les capitales européennes. C'est une situation assez unique, étant donné que nous sommes en train de perdre cette guerre. Alors, comment interprétez-vous cette situation? Eh bien, je pense que les dirigeants européens sont épouvantables et qu'ils échouent. On peut partir du point de vue que les plus grands va-t-en-guerre de notre époque, Starmer au Royaume-Uni, Scholz en Allemagne et Macron en France, ont la main la plus fragile sur le pouvoir et l'autorité politique dans leur propre pays. Ils ont des taux d'approbation d'environ 20% et des taux de désapprobation d'environ 80%. Et c'est vrai pour ces trois va-t-en-guerre. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment en faire une lecture rationnelle. Ce sont des politiciens en échec, avec une approche ratée de cette crise. Et je ne veux pas rationaliser leur échec. Cela rend aussi un peu difficile à comprendre cette persistance dans l'échec. Ce qu'ils recommandent depuis plus de 3 ans maintenant, depuis que la Russie et l'Ukraine ont failli parvenir à un accord négocié en avril 2022, c'est la poursuite d'une guerre qui n'apporte aucune solution à leurs propres objectifs. L'Europe traverse une crise économique croissante. Cette guerre, ainsi que la rupture des relations économiques avec la Russie, ont entraîné un net ralentissement et un déclin continu de l'économie européenne. La guerre détourne considérablement l'attention de ce que l'Europe devrait faire, tenter de retrouver une certaine concentration sur la compétition technologique avec les États-Unis et la Chine. Au lieu de cela, l'Europe est complètement obsédée par les sanctions contre la Russie et par la conduite de cette guerre. Ainsi, l'économie ne sert pas les intérêts de l'Europe. Mais au-delà de cela, bien sûr, le champ de bataille a été dévastateur. Depuis l'échec des négociations entre la Russie et l'Ukraine en avril 2022, l'Ukraine a perdu du territoire et bien plus d'1 million, selon certains décomptes, environ 2 millions de personnes mortes ou grièvement blessées à cause de cette guerre. La composition démographique de ceux qui fuient l'Ukraine est évidente et dévastatrice. Le pays n'arrive plus à maintenir l'électricité sur l'ensemble de son territoire. Alors, que cherche-t-on à accomplir en continuant d'insister sur une victoire contre la Russie, que l'Ukraine reprendra tout son territoire, que la Russie paiera des réparations, que les avoirs russes seront saisis, que la Russie sera tenue pour responsable de façon permanente, que l'OTAN s'élargira pour inclure l'Ukraine. En d'autres termes, toutes ces idées délirantes impossibles à mettre en œuvre restent encore aujourd'hui la position de ces dirigeants européens. Et le public n'en veut pas, car rien de tout cela ne fonctionne. Rien de tout cela n'a de sens. Alors vous me demandez pourquoi? Je ne peux pas vous dire pourquoi, si ce n'est que ce sont des politiciens ratés. Bon, je vais essayer de rationaliser un peu. Pourquoi ils pensent ou prétendent penser qu'il vaut mieux combattre la Russie sur la soi-disant ligne de front et laisser les Ukrainiens s'en charger? Parce que sinon, disent-ils, la Russie apparaîtra à Berlin, à Paris ou à Londres. La seule façon dont la Russie apparaîtra dans ces endroits, c'est en tant que touriste ou peut-être investisseur, pas en tant que troupe.
Donc la rationalisation avancée est « Nous devons arrêter la Russie ici, sinon l'expansionnisme russe submergera l'Europe ». C'est un discours courant qu'on retrouve dans certaines pages de commentaires des journaux britanniques et ailleurs. C'est absurde, c'est faux, et cela n'est jamais mis à l'épreuve par des négociations. Mais cela semble être l'affirmation. Y a-t-il une force cachée de profit de guerre qui en ferait partie? Je ne le pense pas vraiment. Ce n'est pas fondamental. On aurait pu dire il y a 3 ans que l'Europe ne faisait que répondre à la pression des États-Unis, et cela semblait être une manière plausible de comprendre le bellicisme européen. Mais avec Trump cherchant à mettre fin à la guerre d'une manière ou d'une autre, l'extrémisme européen persistant à propos de la guerre ne peut pas s'expliquer par la pression américaine. Je pense donc que c'est illusoire. Et bien sûr, il y a un autre facteur à mentionner. Les voisins de la Russie sur la ligne de front, les États baltes et la Pologne, sont, pour des raisons historiques que l'on peut peut-être comprendre, bien que je ne les partage pas, farouchement russophobes. Et il existe en Europe une opinion selon laquelle nous devons rester unis. Et donc nous devons laisser nos États de l'Est en première ligne dicter la politique à l'échelle européenne. Il y a donc une certaine dimension de cela. C'est simplement ainsi que l'Europe parvient à rester soudée en laissant s'exprimer les voix les plus russophobes. Comment expliquer autrement que l'Europe ait confié sa politique étrangère à une vice-présidente, haute représentante de l'Europe issue de l'Estonie, qui du matin au soir se montre, je dirais, vulgairement russophobe et totalement contraire à la diplomatie. Bien sûr, je parle de Kaja Kallas. Il n'y a donc aucune bonne justification à la position européenne. Il existe certaines explications possibles à ce que nous observons, mais ce sont des politiques vouées à l'échec. C'est en fin de compte la conclusion. Oui, j'y ai pensé aussi. Si les Européens s'éloignaient de leur position anti-russe comme élément unificateur et commençaient à avancer vers la paix, je pense qu'il y aurait trop de lignes de fracture. Il pourrait, en réalité, provoquer beaucoup de divisions. Cela dit, étant donné que la guerre est en train d'être perdue et que tout accord conclu demain sera pire qu'aujourd'hui, plus il repousse la paix, plus ce sera mauvais pour les Européens, à mon avis. Et puis, with family men for Je veux dire, la question se pose quand on voit comment tous les médias et les politiciens occidentaux ignorent immédiatement tous les sondages montrant que la grande majorité des Ukrainiens souhaitent des négociations. Mais comme cette réunion a maintenant été reportée ou annulée, les dirigeants européens, si on peut les appeler ainsi, avec l'Ukraine, ont déjà un plan en 12 points en préparation. Encore une fois, ce n'est pas le résultat de discussions avec la Russie, car nos dirigeants en Europe ne croient pas au dialogue avec l'autre camp. Ce sont donc des conditions unilatérales, ce qui est aussi un peu inhabituel, étant donné que le camp perdant n'a généralement pas son mot à dire face au camp gagnant. Mais parmi ces 12 points, il y en a un que vous avez évoqué, la légalisation, ou plutôt le vol des avoirs russes. Ou bien ils disent qu'il peut y avoir un assouplissement progressif des sanctions si la Russie accepte que les avoirs que nous avons saisis soient utilisés pour la reconstruction. Donc, c'est essentiellement une manière d'obtenir le consentement de la Russie pour que nous prenions son argent. Je veux dire, il n'y a rien à y gagner pour la Russie pourtant. Je suppose que ma question est la suivante. C'est assez extraordinaire, mais aussi cohérent. Depuis 35 ans, les stratégies de Luna Bogromel vis-à-vis de la Russie, surtout dans les années 1990, ont toujours été assez particulières, en ce sens qu'elles n'ont jamais inclus la moindre contribution de la Russie. Comment peut-on continuer à conclure ces accords ou à formuler ces propositions sans aucune référence aux préoccupations de sécurité russes,
sans rien sur l'expansion de l'OTAN ou la neutralité de l'Ukraine. Encore une fois, l'un des responsables européens impliqués a déclaré dans la presse, je crois que c'était rapporté dans le Financial Times, qu'il ne s'agissait que d'un reconditionnement de ce qui avait déjà été dit, sans rien de nouveau. L'Europe ne fait que persévérer, répétant les mêmes arguments. Il en va de même pour Zelensky, qui gouverne sous la loi martiale contre le désir écrasant de son propre pays de mettre fin à cette guerre par la négociation. Nous ne voyons donc rien de nouveau, peut-être juste une autre tentative de le rationaliser une fois de plus. Il existait une vision à l'origine de cette provocation qui remonte en fait aux années 1990, lorsque les États-Unis ont élaboré le plan d'élargir l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie et d'étendre l'Union européenne pour inclure ces pays. En 1997, Zbigniew Brzezinski a analysé quelle serait la réaction de la Russie. Il a écrit un livre à ce sujet, Le Grand Échiquier. Dans son analyse, il affirmait que la Russie serait extrêmement mécontente de tout cela, mais qu'elle ne pourrait pas y résister. L'idée était qu'en fin de compte, si l'Occident restait fort, clair et persévérant, la Russie serait vaincue. Et cela fait peut-être aussi partie des convictions implicites ou explicites de ces dirigeants européens, qu'ils ont, d'une certaine manière, la Russie en fuite, sur le point de s'effondrer, de s'écrouler, avec une économie sur le point de faillir et une situation militaire sur le point de se retourner. Tout cela est délirant. L'une des illusions de 1987, formulée par Brzezinski, est assez intéressante parce qu'elle est très explicite. C'était un analyste, donc il a consigné ses réflexions, ses hypothèses et ses prévisions. Il affirmait que la Russie n'aurait pas d'alternative, car elle ne se tournerait jamais vers la Chine, par exemple. Une alliance entre la Russie et la Chine, disait-il, était hors de question. Et il ajoutait que aucun occidental ne serait assez stupide pour que cela se produise. Mais voici que la Russie adopte essentiellement le point de vue selon lequel elle n'a pas à se conformer aux dictats européens. Nous ne dépendons pas de la bonne volonté de l'Europe. Nous ne dépendons même pas de celle des États-Unis, ce qui est peut-être encore plus important. Si l'Europe persiste dans cette voie, nous traiterons avec les pays des BRICS. Nous traiterons avec les pays eurasiens à l'Est. La Chine est notre principal partenaire économique. Nous commerçons avec l'Inde. À eux deux, ils représentent 37% de la population mondiale. Nous sommes un membre de premier plan des BRICS, qui représente près de 50% de la population mondiale et plus de 40% du PIB mondial. Nous n'avons pas besoin que l'Union européenne soit d'accord avec nous. Et si l'Union européenne persiste dans cette approche unilatérale, arrogante et sourde au sens où elle n'a rien écouté de ce que la Russie dit depuis 1990, eh bien, très bien, nous avons des alternatives. Et je pense que c'était le cas jusqu'à très récemment. Il faut aussi ajouter que Trump est une personne maladroite, peu informée et pas très brillante. Il n'y a donc pas de position ni de stratégie claire des États-Unis. Je pense que Trump souhaite mettre fin à cette guerre, il est prêt à écouter davantage. Mais les États-Unis sont aussi très incohérents, et les Européens ont constaté qu'en maintenant leur ligne dure, ils parviennent à ramener Trump dans le rang. En d'autres termes, ils viennent de voir cette réunion à Budapest annulée. Je pense qu'il s'agit d'un effet européen qui a influencé la Maison-Blanche. Trump n'est ni assez fort, ni assez lucide, ni assez stratégique pour diriger, donc il réagit très fortement aux pressions européennes. Et peut-être que les Européens se disent « Continuons ainsi, après tout, ce sont les Ukrainiens qui meurent. Finalement, la Russie s'effondrera sous le poids de tout cela. »
C'est faux. C'est profondément cynique. Cela va à l'encontre de la volonté de leurs propres citoyens. C'est contraire à ce que veut le peuple ukrainien. Mais après tout, quelle confiance peut-on avoir en Starmer, Scholz et Macron? Leurs propres compatriotes les méprisent. Voilà, c'est là tout le problème. Il y a un discours remarquable que Joe Biden a prononcé en 1987 au Conseil de l'Atlantique, où il parle de l'élargissement de l'OTAN. Il souligne que les Russes avaient dit que si l'on décidait d'élargir l'OTAN, ce serait en quelque sorte une trahison. Cela briserait les relations entre l'Occident et la Russie. Et sa réponse fut simplement « Eh bien, nous sommes le seul jeu en ville », ce qui était vrai dans les années 1990. Puis il raconte que les Russes lui ont dit « Vous savez, si vous élargissez l'OTAN, nous allons devoir commencer à nous rapprocher davantage de la Chine. » Et il se met à s'en moquer. Il dit « Eh bien, allez-y », leur ai-je répondu. Vous savez, tant que vous y êtes, pourquoi ne pas coopérer davantage avec l'Iran? Et toute la salle éclate de rire. Et vous savez, si on avance rapidement, quoi, 28 ans plus tard, ce n'est plus si drôle. Mais nous avons évoqué cela sur le thème de la paix par la force, en disant que c'est quelque chose dont l'OTAN, pas seulement les États-Unis, mais l'OTAN, est obsédé depuis un certain temps. Cette idée que si nous sommes simplement assez puissants, c'est la base de la paix, parce que nous pouvons en dicter les conditions. Je me demande simplement comment, enfin, si cela s'y rapporte. Mais comment vous voyez Je pense qu'il y a un autre point qu'on pourrait ajouter ici, à savoir, peut-être que c'est évident, mais il faut le dire, qu'un autre aspect de l'idée Macron-Merz-Starmer n'est pas seulement que la Russie finira par s'effondrer si nous persévérons, mais que la russophobie elle-même constitue notre principal instrument politique pour mobiliser l'opinion publique en Europe et nous permettre de construire une armée que nous n'avons pas encore. En d'autres termes, nous devrions utiliser cela comme une occasion, peut-être l'occasion de créer l'autonomie militaire et stratégique de l'Europe. Et donc, nous devons exagérer la peur de la Russie pour rallier nos opinions publiques. Ce n'est peut-être qu'une tactique politique grossière. Nous savons que Macron veut une Europe autonome. D'ailleurs, moi aussi, je pense que c'est la bonne approche. Mais peut-être qu'il pense que mentir à ce sujet, en exagérant grossièrement la menace venant de la Russie, est la meilleure façon d'y parvenir, plutôt que de dire la vérité. Eh bien, Macron ment sans relâche. Il m'a menti, car il m'a dit en privé que, oui, l'OTAN était la raison de cette guerre, puis il a dit exactement le contraire en public. Ce genre de politique peut fonctionner un certain temps, mais son taux d'approbation est le plus bas de tous, selon certaines estimations, environ 13% d'approbation. Autrement dit, 87% de désapprobation. Je pense que le public sent que ces politiciens ne sont pas honnêtes avec leurs citoyens. Ils racontent des fables pour une raison ou une autre, et cela ne passe pas. Ne laissez jamais une bonne crise se perdre. Ma dernière question concerne le format de l'accord de paix, car il est désormais largement reconnu qu'il s'agit d'une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie, menée avec des Ukrainiens. De Boris Johnson à Marco Rubio, tout le monde l'a défini ainsi. Récemment, Trump a même déclaré que Zelensky lui avait présenté des plans pour une offensive qu'il souhaite lancer et qu'il envisageait de l'approuver ou non. Donc, vous savez, nous avons en quelque sorte dépassé les faux-semblants à ce stade. Mais il reste la question du format des négociations, où Trump joue le rôle de médiateur. Et je dois toujours rappeler que ce n'est pas sa guerre, c'est un président de la paix. Et je suppose qu'il y a une sorte d'attitude positive ou de persona pour encourager cela, même si c'est profondément imparfait. Mais combien de temps ce format peut-il continuer cependant?
c'est-à-dire faire semblant que c'est pas une guerre de l'OTAN. Parce que si on ne pose pas le bon diagnostic, comment peut-on la résoudre? Je n'entends toujours aucune référence à l'arrêt de l'expansion de l'OTAN ou au rétablissement de la neutralité de l'Ukraine. Exactement. Et il faut bien reconnaître que l'OTAN est, enfin, je veux dire, c'est nous qui avons déclenché ou provoqué la guerre en 2014. Alors combien de temps cela peut-il durer? À un moment donné, Trump devra aussi s'asseoir à la table, non pas comme médiateur. Eh bien, il n'y a pas de médiation. Et ce n'est même pas une guerre par procuration. C'est une guerre. L'OTAN est en guerre avec la Russie. Et il ne s'agit pas seulement de matériel, de financement, de renseignement et de ciblage de l'OTAN. Il s'agit aussi de personnel de l'OTAN. Car très souvent, des Américains et des Européens morts sont rapatriés. Nous savons qu'il y a du personnel de l'OTAN en Ukraine. Il doit y en avoir avec ces systèmes d'armes. C'est pas quelque chose que les Ukrainiens gèrent seuls. C'est parfaitement connu. Donc ce n'est même pas une guerre par procuration. Il est vrai que la plupart des morts sont des Ukrainiens. Et c'est ce qui rend la situation si commode du point de vue des va-t-en-guerre aux États-Unis et en Europe. Warmongers in the United States and Europe, but this is a direct war and a very dangerous one. Mais c'est une guerre directe et une guerre très dangereuse, parce que c'est une guerre entre deux puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie. Et quand Trump parle ainsi, en disant « Oui, peut-être que nous aurons les Tomahawks, ou peut-être que nous envisagerons une nouvelle offensive », c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Si la Russie permettait à une nation caribéenne de lancer des missiles sur les États-Unis, la situation ne serait pas si calme aux États-Unis. Mais ce que font les États-Unis vis-à-vis de la Russie est absolument extraordinaire et profondément dangereux. Alors, combien de temps cela peut-il durer? Eh bien, cela peut continuer à tuer des Ukrainiens en très grand nombre. Cela pourrait s'intensifier jusqu'à devenir absolument terrifiant. Ou cela pourrait en réalité se terminer de manière sensée, comme cela devrait être. Mais pour cela, nous devons comprendre un dernier point. Trump est un dirigeant très faible. En réalité, pas un dirigeant du tout. Il succombe à la flatterie, ce qui fait partie du soi-disant plan européen. Nommer Trump président d'un conseil de paix, comme si Trump se plaçait lui-même à Gaza. C'est presque digne d'une bande dessinée. Mais c'est aussi une flatterie européenne. Le secrétaire général de l'OTAN appelant Trump « papa ». Est-ce là le vrai monde des adultes qui possèdent réellement des armes nucléaires, ou bien une bande dessinée terrifiante? Voilà la situation. Nous nous trouvons dans une situation très insignifiante. Un président des États-Unis ignorant, changeant et colérique qui exige flatterie et adulation. Nous avons des dirigeants européens profondément impopulaires. Nous avons une voie assez claire vers la paix qui consisterait à rendre l'Ukraine neutre. Un accord territorial serait conclu. Sur la base de la neutralité, une zone démilitarisée serait instaurée afin que l'Ukraine, l'Europe et la Russie soient toutes protégées les unes des autres. Et cela constituerait le fondement de la paix sur les principes d'une sécurité indivisible. Ce n'est pas difficile à concevoir, mais cela demanderait un peu de clairvoyance, de connaissance et de sens des responsabilités historiques. Et malheureusement, nous n'avons pas cela dans les pays occidentaux en ce moment. Nulle part. Et c'est pourquoi nous continuons non seulement à tourner indéfiniment autour de ce sujet et à proposer des idées absurdes, mais aussi pourquoi l'Ukraine reste un cimetière dévastateur pour les Ukrainiens. Jour après jour, semaine après semaine. Aucun dirigeant occidental, à part Viktor Orban et Robert Fico, et probablement un nombre croissant d'Européens dans les mois à venir. Monsieur Babiš, en tant que nouveau Premier ministre de la République tchèque, peut-être qu'ils pourront enfin faire entendre leur voix en Europe pour dire que ça suffit. Cela dure depuis bien trop longtemps, pour notre bien et pour notre sécurité.
This has gone on far too long for our good and for our safety. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est que si cette fenêtre d'opportunité pour un accord pacifique se referme, il semble que la seule alternative devienne une guerre directe. Parce que nous voyons maintenant, il y a seulement quelques jours, que le FSB, le service de renseignement russe, a publié un rapport affirmant que les Britanniques étaient derrière l'attaque contre leur dissuasion nucléaire. Nous voyons aussi, très ouvertement, que les pays occidentaux sont impliqués dans les attaques contre les raffineries russes. Et bien sûr, avec les Tomahawk, il n'y avait plus de faux-semblants. Il a été reconnu qu'ils étaient opérés par des Américains. Donc, pas une arme ukrainienne, mais une attaque américaine contre la Russie. Il semble que nous nous approchions très dangereusement d'une guerre directe, totale. Je pourrais dire qu'il y a des illusions dans toutes les grandes capitales, à Washington, Londres, Paris et Berlin. Mais la plus délirante de toutes, en réalité, se trouve à Londres, car l'Empire britannique existe encore dans l'esprit de ces gens. Et lorsque l'on évoque ces attaques inspirées par les Britanniques contre les installations nucléaires russes, c'est cette folie qui continue de hanter l'Empire britannique depuis longtemps disparu. Eh bien, je sais que vous avez une grande journée qui vous attend au Vatican. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et oui, passez une excellente journée. Merci. Ravi de te voir.